Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection, vers sa perfection spirituelle, psychique, sa perfection technique, sa perfection morale, sa perfection écologique, etc. etc. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour arriver à cet ultime état de perfection. Mais l'humanité dans son ensemble, tous les êtres humains qui la composent, et depuis qu'on s'est séparé des autres primates, on travaille sans le savoir à construire cet état de perfection ultime. Voilà. Alors, pour, euh, pour préciser un petit peu cette théorie, parfois je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre dans mes balades. Et par exemple, j'ai acheté cet ouvrage-là de Georges Gurvitch, La dialectique et sociologie. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur la partie qu'il consacre, c'est au tout début l'histoire des principaux types de dialectique. Alors il parle de Platon, la dialectique chez Platon, chez Plotin, chez Damascus et Denis l'Aréopagite, la dialectique mystique négative, chez Kant, et là je suis chez Fichte. Et curieusement, pour l'instant, c'est la dialectique chez Fichte qui compose le plus de pages. Je pense qu'avec Hegel, c'est à cette dialectique que Gurvitch consacre le plus de pages. Et c'est à juste titre, parce qu'à mon sens, Fichte a compris le principe de l'évolution dont je parle sur la mécanique universelle, c'est-à-dire cette progression de l'humanité vers son absolu, en somme. Alors, il utilise des termes et souvent les philosophes, j'ai remarqué, chacun a sa terminologie. Et en fait, c'est ce qui, à mon sens, complique un petit peu la compréhension de leur philosophie. Alors, pour un spécialiste, pour un philosophe, pour un universitaire qui, qui comprend bien toute cette terminologie, toute la terminologie philosophique, il parvient à comprendre ce dont parle Fichte, Hegel. Je parle de ces philosophes qui se sont intéressés justement à cette évolution. Mais pour la plupart des gens, c'est compliqué évidemment, parce qu'ils parlent par exemple du moi pur, du moi pratique, du moi théorique, du moi absolu, etc. Et c'est même très très compliqué à travers la lecture de Georges Gurvitch, c'est très compliqué de comprendre ce qu'il veut dire à travers ça, parce que même Gurvitch utilise des mots qui sont très compliqués, et moi, par exemple, j'ai aucune base universitaire. Toutes mes réflexions sont intuitives et autodidactes. J'ai pas fait d'études et encore moins d'études philosophiques. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de donner mon avis et de réfléchir et de penser. Voilà comment moi j'analyse la pensée de Fichte à ce niveau dans sa réflexion dialectique sur la dialectique, c'est-à-dire la montée vers un absolu.
comme par exemple Hegel, pour Hegel, c'est l'esprit, la montée vers l'esprit absolu. Et pour, euh, pour Fichte, ça semble être la montée vers le moi absolu. Et alors, donc il parle du moi pur. Pour moi, quand il parle du moi pur, c'est le moi, c'est le, la base de la conscience. C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'un esprit peut sentir, voir, euh, entendre, c'est tout ce qu'il, tout ce que c'est comme une conscience qui serait vide, d'accord, une conscience vide qui qui ne sait pas qui ne sait pas qu'il existe, qui ne sait pas qu'il est moi, qui n'a rien construit en fait, qui n'a pas construit de, qui est sans détermination. C'est même un non-moi en fait à la base. Ça serait une sorte de non-moi, c'est-à-dire que c'est un, euh, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien qui a été construit. C'est un cerveau vide, mais qui prend tout, qui, euh, qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, qui est en état juste de recueillir les choses. Et alors, ensuite, de cet esprit-là, il va être construit par l'éducation, par la vie, quoi. Hein. Donc, il va passer sur un moi pratique et il va également sur un moi théorique, c'est-à-dire il va pouvoir réfléchir, penser, etc., etc. Mais sa finalité, c'est le moi absolu. Et le moi absolu, curieusement, c'est l'extase pour moi. C'est l'état d'extase, c'est l'état de béatitude, d'éveil. Donc, il y a cette montée vers le moi absolu qui revient au fond au moi pur, à un moi qui n'a plus de... qui est vide de réflexion, d'intention, etc. Donc évidemment, il faut que la société soit, il faut que le monde soit réalisé pour pouvoir être dans cet état de moi absolu qui serait un moi contemplatif, mais qui a fait tout le chemin de libération. En fait, c'est le moi pur qui s'est libéré de tout son principe de construction. Alors, voilà, en utilisant cette terminologie, ça complique toute la pensée et l'explication que le chemin que moi j'essaye de donner pour expliquer cette, cette montée, il est différent. Donc, quand j'utilise les termes de Fichte, forcément, je ne suis pas à l'aise parce que je dois sans doute faire des erreurs sur ceux qui pensent être le moi pur, etc. Le moi pratique, le moi théorique, le non-moi, le moi absolu, etc. Mais là, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que le moi pur, en somme, ou le, la base, ça serait la conscience quand nous étions des primates naturels. Lorsque nous étions des primates naturels, alors oui, nous avons la conscience, nous avons tout un tas de choses, mais nous n'avons rien construit d'empirique, disons, sur la personne, sur le moi particulier. C'est-à-dire, moi, je suis monsieur un tel, j'ai tel. Tout ce que nous permet, tout ce qu'a construit la société humaine. C'est-à-dire que la société humaine, en découvrant le langage, en découvrant, en découvrant la pensée, etc., etc., a construit un moi par-dessus ce moi originel, le moi des primates naturels,
le moi chez les chimpanzés, il existe évidemment, mais il ne se dit pas moi je suis monsieur, je suis un tel, etc. Il n'a pas sophistiqué ce moi de façon comme l'homme l'a sophistiqué. Mais il n'empêche qu'ils se reconnaissent différents, un tel, les chimpanzés, leur organisation, elle est elle est intuitive, elle est non verbale, elle n'a pas besoin de la verbalisation que nous avons, nous, sophistiquée. Il y a une verbalisation, mais qui est extrêmement réduite. Nous, donc, on a construit un moi par-dessus, un ego, un moi qui serait cet ego, et qui nous sert cet ego-là, ce moi constitué par l'homme, à construire l'humanité. C'est grâce à ça qu'on construit l'humanité. C'est parce qu'on a mis par-dessus notre conscience la possibilité de nous projeter vers le futur, d'empiler des connaissances du passé, de nous souvenir du passé, de les empiler, parce qu'on a découvert l'écriture, parce qu'on a découvert le calcul, parce qu'on a découvert tout ce qu'on a découvert, on a construit l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, on le doit à ce moi égotique en somme, à cet ego qui est construit là-dessus. Mais notre finalité, c'est une fois qu'on aura achevé l'humanité techniquement, qu'on n'aura plus besoin de la construire, c'est de pouvoir revenir à ce moi absolu, donc un moi qui est hyper contemplatif, mais qui a perdu ce qui empêche nos cousins chimpanzés, ce qui nous étions avant, ce qui empêche nos cousins chimpanzés d'être dans la paix, dans la sérénité absolue du sage, de l'éveillé, du nirvanien, de l'extatique. Et qu'est-ce qui empêche nos cousins singes d'être dans cet état-là? Eh bien, c'est les pulsions qu'ils ont derrière, qui sont ce moi, ce moi pulsionnel, on pourrait dire, et qui fait que, ils ont de l'agressivité, ils défendent leur territoire, ils font la guerre, ils se battent, ils cherchent à être dominants, dominés, etc., etc. Ils peuvent faire la prédation, si un objet de leur congénère leur plaît, ils vont le prendre, voilà. Donc il y a tout ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont sous la peur des prédateurs, etc. Tout ça, l'humanité, justement parce qu'on a construit tout cet ego, ce moi pratique et théorique, eh ben, on peut s'échapper de ce truc-là. On écarte les prédateurs, on se protège des caprices du climat, on se protège, etc., etc. Et puis on travaille sur nos pulsions, sur notre capacité à abuser d'autrui, sur notre capacité à nous battre, sur tout ça. On y travaille, même si on n'a pas encore fini ce travail-là. C'est pour ça que la perfection dont je parle, elle concerne les siècles qui viennent. Il faudra encore 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles, peut-être 3 siècles si on va vite, ou 2 siècles, ou 1 siècle. Mais enfin, il faudra encore du temps d'évolution pour atteindre l'état où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, où l'homme aura atteint la fraternité absolue. Mais on construit ça, en réalité. On construit donc ce moi absolu dont parle Fichte. Et c'est pour ça que je pense qu'il a tout compris, Fichte. Et c'est là où il faudrait vraiment s'intéresser à son travail, mais c'est pour moi, voilà,
c'est peut-être celui qui a mis le pied à l'étrier de Hegel, mais aussi de Saint-Simon, de Proudhon, etc., qui viennent après. Et d'ailleurs, quand on le lit, voilà, je vais lire quelques petits trucs. Alors, donc, et s'il en est ainsi, une nouvelle question surgit immédiatement. Le non-moi, cet X du réel non connu et non agi, ne pourrait-il être lui-même considéré comme créé par le moi, absolu, Dieu, humanité, société? C'est précisément ici qu'intervient Hegel. Il transforme le moi absolu de Fichte en un Dieu effectif, s'aliénant dans le monde créé et revenant à l'aide de l'humanité vers lui-même à travers l'histoire. Voilà ce qu'apporte Hegel, par contre. C'est pas ce que je voulais lire. Mais bon, voilà ce qu'apporte Hegel. Et ça, c'est très important. Dieu, parce qu'en fait, il y a Dieu, bien entendu, dans cette histoire-là. Et Fichte a bien compris tout ça. Et Hegel aussi. Donc, c'est bien le Dieu qui s'aliène dans le monde. En fait, s'aliéner, ça veut dire le principe créateur, il constitue le monde. Et donc, il se bloque, en fait. C'est ce qui a donné naissance à l'univers, c'est-à-dire ce vide qui est dans une sorte de liberté, avant qu'il y ait le Big Bang, avant que l'univers soit là. Il y a ce Dieu, cette puissance créatrice qui est là, et qui, par un moyen qu'on n'arrive pas encore à comprendre, va se transformer en l'univers. Et donc va s'aliéner dans la matière en réalité. Mais ce n'est pas l'aliénation, parce que c'est pour nous qu'on parle d'aliénation. Mais en fait, il va s'enfermer dans cette matière. C'est la particule élémentaire. Dieu, c'est la particule élémentaire qui constitue tout cet univers. Il s'aliène dans le monde créé en revenant à l'aide de l'humanité, en utilisant l'humanité, donc toute l'évolution, donc le sens de l'humanité. Hegel l'a sans doute compris exactement, à mon sens, sur cette chose-là. À l'aide de l'humanité, il revient vers lui-même à travers l'histoire. C'est-à-dire que il s'incarne, ce principe, toute la création est là pour finir par s'incarner à travers l'humanité et se conduire dans cet état de perfection qu'est l'extase. Et dans l'extase, c'est Dieu incarné. Quand on est dans un état d'extase, dans un état de nirvana, dans un état d'éveil, on est Dieu incarné. Donc c'est bien ce processus qui a été compris par Hegel. Là, c'est émouvant parce qu'en réalité, et comment l'humanité ne le... Ils n'ont pas pu être pris parce que c'était trop tôt. Voilà, Hegel, Fichte, Proudhon, etc. Tous c'est dans 100 ans, peut-être dans 150 ans qu'on dira ah ben oui, c'était ça, c'était vrai. Ils ont compris que le mécanisme était là. C'était les grands intuitifs de l'époque. Alors après, ainsi l'absolu, c'est ce que je voulais lire peut-être, n'est ni sujet ni objet, ni l'être pur des idées, ni la contingence et la multiplicité réelle des faits qui s'y opposent. Donc l'être, l'absolu n'est pas un sujet, l'absolu c'est le divin, l'absolu c'est Dieu, c'est la particule élémentaire, mais c'est encore plus petit que, c'est encore plus, c'est le vide qui constitue les particules, qui constitue l'atome, qui nous constitue, c'est la partie vide et immatérielle qui nous constitue, et nous sommes constitués de cet immatériel. Nous sommes faits de cet immatériel. C'est pas pour rien qu'on repart à l'immatériel dans cette chose-là. Donc, il y a quelque chose qui est extraordinaire là-dedans. Mais
ce n'est donc ni un sujet, ni un objet, ni l'être pur des idées, c'est pas plus les idées, ni la contingence et la multiplicité réelle des faits qui s'y opposent. L'absolu est aussi éloigné de la liberté créatrice que de tout degré de la liberté qui y pourrait conduire. Parce que c'est le principe, c'est l'immatériel qui constitue ce matériel. C'est tout le reste, c'est son mode de construction. Mais son essence, elle n'est pas à ce niveau-là. L'absolu n'étant ni connaissance, ni être, n'est ni l'indifférence, ni l'identité des deux, mais simplement et exclusivement l'absolu. Dieu, c'est Dieu, et c'est pas autre chose. Et là, on ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a pas, et c'est là où la religion, les religions ont tout compris également. Il n'y a rien à dire sur ça pour l'instant. Peut-être que dans 2, 3, 4 siècles, on saura exactement ce qui se passe, pourquoi ça s'est incarné, pourquoi cette chose-là est là, pourquoi nous sommes présents sur cette, dans cette chose. Mais le divin, l'absolu, c'est l'absolu. Dieu, c'est Dieu. Je suis celui qui est. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, je ne suis pas autre chose que cette chose-là. Et donc, cette immatérialité qui est cet univers était aussi à l'origine de l'univers. Et donc, il est aussi avant le Big Bang dans ce qui va donner ce Big Bang, ce qui va partir de rien, va faire la matière par une vibration, par les physiciens parlent comme ça maintenant. Ils disent que c'est que ce vide palpitant, d'une palpitation, il va donner les particules, le système en fait. Voilà, à partir de rien, à partir de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Voilà. De l'absolu, nous ne pouvons que comprendre que nous ne le comprendrons jamais. Dit, voilà. Alors peut-être qu'on ne le comprendra jamais, mais peut-être qu'on parviendra à comprendre ce qui se passe. Moi, je pense qu'on comprendra. Mais à cette époque-là, c'était impossible pour Fichte de comprendre qu'un jour on le comprendrait. On n'avait même pas encore disséqué l'atome. On n'était pas arrivé aux quarks, au boson de Higgs. On n'était pas arrivé à comprendre que c'était vide, que c'est juste de l'énergie, que c'est juste que... Voilà. Donc, c'était pas possible pour lui. Mais moi, je pense qu'on parviendra à savoir ce que c'est, évidemment. Et donc, l'absolu auquel Fichte ne renonce pas, mais bien sûr qu'il ne renonce pas, parce qu'il a compris. Évidemment, on ne peut pas renoncer à l'idée de Dieu, en somme. C'est pas possible, c'est impossible. Alors après, un peu plus loin, j'ai souligné ça. L'état est comparable à une chandelle, pour lui, c'est ça. L'état, alors, la société est un but en soi. Grâce à elle, se produit un perfectionnement de l'espèce. L'humanité, c'est pareil. La société, l'humanité est un but en soi. C'est ce que je dis. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est ça le sens c'est le but, c'est ça. C'est cette humanité qui est le but en soi. Et nous sommes à l'intérieur de ça et nous travaillons à cette chose-là. C'est tout dans cette chose. Grâce à elle, donc grâce à l'humanité, se produit un perfectionnement de l'espèce. Il a compris, mais c'est inouï, en 1790, à la sortie de la Révolution. Au contraire, l'État est appelé à s'anéantir lui-même. Qu'est-ce que je dis dans l'humanité, quand l'humanité, je découvre ce que dit Fichte là, voilà, c'est extraordinaire quoi dans cette chose-là. Qu'est-ce que quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection et que cette ultime perfection, c'est la fin du national,
c'est le passage à l'universel. On dépassera, évidemment que le national est destiné à être dépassé. Il faudra quelques siècles encore, et il faudra se battre encore, il faudra peut-être voilà, aller au pire comme on l'a fait, mais à chaque fois on monte des paliers jusqu'à ce que cette société des nations devienne l'universel dans l'esprit des gens et que le national soit dépassé. Et ça, il a compris. L'État est appelé à s'anéantir lui-même. C'est la nation, le système des nations, et s'anéantira. Il faudra 1, 2, 3, 4, 5 siècles, on s'en fout. Le but de tout gouvernement devrait être de se rendre inutile. En fait, on accédera à la pure liberté qu'ont déjà entrevu, par exemple, l'anarchisme. L'anarchisme, c'est pas que d'aller poser des bombes ou des choses comme ça. En fait, c'est même pas ça. En réalité, c'est le moment où il n'y a plus besoin d'État. Les hommes se gouvernent tout seuls. Mais pour ça, pour atteindre ça, ça ne peut pas passer comme le pensait l'anarchisme de façon maintenant, parce qu'on a encore ces pulsions. Si on enlève l'État, si on enlève toutes les structures qui maintiennent les pulsions humaines, ben c'est le chaos. Donc il faut qu'on sorte de ces pulsions, que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme soit un agneau pour l'homme, que tout homme, qu'il n'y ait plus un seul homme qui soit un danger pour autrui. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'État, parce que là, on a atteint la sérénité, la paix absolue, et on est totalement inoffensif. Voilà. Et donc, on est dans la pure liberté, évidemment. Et donc, ils ont bien vu ce qui se passe, ils ont bien compris les anarchistes, l'anarchiste, les philosophes de l'anarchisme. Ils ont compris cette idée-là, mais sauf qu'ils voudraient l'imposer avant que ça soit possible. Comme les communistes ont essayé d'imposer l'égalité avant que l'homme puisse la supporter. C'est insupportable pour nous, l'égalité. On a besoin de se sentir supérieur à celui-là, inférieur à celui-là, etc. C'est comme ça qu'on construit. Donc, c'est clair que la liberté, que l'égalité, c'était pas facile, c'était pas possible, c'était trop tôt pour l'imposer. Voilà, je continue. L'État est comparable à une chandelle, il écrit, qui se consume elle-même en éclairant et qui s'éteint au moment où le jour vient. Le jour, c'est la révélation dont parlent les spirituels, l'Apocalypse, la révélation. Mais c'est quand on aura compris la logique de l'humanité. On aura tout compris quand l'humanité sera éclairée. On commence à éclairer. On le voit, on éclaire l'humanité. Voilà ce qui se passe en Afrique. C'est l'éclairage des malversations qu'on a pu y faire, etc., etc. Tout commence à s'éclairer maintenant. Ceux qui, avant, essayaient de ruser dans l'État ou faire ci ou faire ça, tout va être éclairé. On va vers l'éclairage absolu. C'est clair que... Et cet éclairage absolu, c'est le fait d'empêcher l'homme d'être un loup pour l'homme. C'est tout. Quand on sera vu de tous les côtés, on ne pourra plus abuser de qui que ce soit. On va vers la fin de l'abus, on va vers la fin de cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut que, quand on arrivera à cet état où il n'y aura plus de possibilité d'abus, il faut que tout soit mis en commun pour qu'il n'y ait plus d'envie d'avoir plus que l'autre, moins que l'autre, etc. Que tout soit là, que les valeurs soient et évoluer suffisamment pour qu'on n'ait plus ces besoins d'idées du luxe, de tout ce qui nous sert qui est nos carottes pour nous faire travailler. Voilà, je veux un château, ben, je vais construire ça, 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 ça et ça, des ponts, des trucs pour avoir tout ce que je veux. Mais tout ça, ça sera dépassé. Dans la société future, écrit-il, l'empire du droit et de la liberté, le gouvernement coercitif
traditionnel s'éteindra peu à peu parce qu'il n'aura plus rien à faire. Le pouvoir de l'État ne trouvera plus d'année en année matière à s'exercer. Ainsi, l'État fondé sur la coercition sombrera petit à petit dans le calme sans qu'il soit besoin d'user de violence contre lui et seulement en raison de sa propre inanité, fruit du temps. Voilà, tout est compris, tout est compris. Tout est compris par Fichte. Théorie de l'État, 1813, œuvre posthume, 4 volumes, page 599. J'essaierai de le mettre. On voit que Saint-Simon, Proudhon et Marx n'avaient rien à apprendre à Fichte lorsqu'il prédisait le dépérissement prochain de l'État se dissolvant dans la société économique. Cependant, les vues de Proudhon et de Marx à ce sujet furent plus réalistes et plus dialectiques que celles de Fichte, à qui on pourrait reprocher de ne pas suivre d'assez près les sinuosités du mouvement dialectique propre à la réalité. Il n'avait pas le temps, c'est tout. Bien sûr que Proudhon, Marx, etc., mais parce qu'il venait presque 60 ans ou 70 ans après, c'est autre chose. Voilà, c'est chacun son truc, mais Fichte, c'est un avant-gardiste. Fichte, c'est un hyper-intuitif, c'est peut-être il faut que je vois sa vie et tout. J'aimerais bien savoir son trait de caractère. On va essayer d'avancer sur ce truc. Bon, voilà, je suis allé loin, mais parce qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter avant cette vidéo. Je pense qu'elle est importante, celle-là. Vraiment, elle décrit plus simplement la logique de façon plus claire encore. Voilà, et toutes ces vidéos sont destinées à ça. Si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, ben, mettez des pouces, abonnez-vous, et puis parlez-en autour de vous. Transcrivez-les si vous voulez, si vous vous sentez de les mettre sur papier. Et après, si vous me les envoyez, moi je peux les corriger, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous gardez les idées dans le sens dont elles sont exprimées. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, voilà, je suis fatigué, je vais prendre mon vélo. Et la journée a été bien remplie. Merci à vous.